Ok, on attaque la capsule 242, donc on est toujours sur les tests, donc un petit complément par rapport à la notion de p-value et de significativité de la capsule 241. Donc cette fois-ci, je vais vous parler un tout petit peu d'erreurs, donc en particulier revenir sur une terminologie assez classique qui est erreur de première et de seconde espèce. Donc je vais juste basculer sur mes transparents. Ok, donc slide 242, donc toujours sur ces notions de testing. Il y a juste 3 slides, hein, donc ça devrait aller assez rapidement, enfin, sauf si, encore une fois, je parle trop. Donc, on est sur le fait que, donc encore une fois, les tests, il y a deux choses. Il y a la vérité, donc test d'alcoolémie, la personne n'est pas dans un état d'ébriété. Donc, elle a dépassé un certain seuil. Alors, il faut le définir de manière propre. Ok, ce que veut dire seuil d'alcoolémie. Ok. Mais soit la vérité, c'est que la personne ne l'a pas dépassé, soit la personne l'a dépassé. Okay, donc ça, c'est la vérité. Et est-ce qu'on va me renvoyer mon test? Donc mon test mesure quelque chose, mais il peut se tromper. Okay. Et le problème, c'est qu'il peut se tromper dans les deux sens. Donc c'est ce que raconte ce petit dessin que j'avais fait il y a quelques années, hein, je l'ai fait sur les tests de grossesse parce que c'était un peu plus visible. Donc le test va être positif quand la personne est enceinte. C'est un test enceinte. Donc mon hypothèse H0 que je veux tester, c'est la personne est enceinte. Donc mon positif veut dire la personne est enceinte. Donc il y a la vérité. Donc c'est ce qu'on observe sur la partie de gauche. Donc ça, c'est la variable Y que je vais représenter ici. Et je commence à prendre une terminologie en termes de modèle. Donc c'est ce que va me donner mon modèle. Mon modèle, ça va être un classifieur. Donc je rentre des données, je lui rentre des informations, et il va me mettre dans une catégorie ou dans une autre. Donc il va me dire, je prédis que tu es de type 1. Donc je prédis que tu es enceinte. Donc le test va être positif. Okay. Donc la notion de positivité, elle est liée à la réponse que donne mon test. Donc mon test me dit positif. Et l'autre cas, c'est le test me dit au contraire, tu n'es pas enceinte. Okay. Donc j'ai deux choses qui se représentent sur deux axes différents. Il y a Y qui est la vraie valeur et il y a la décision qui est prise et ce que me renvoie mon test, qui est ce que j'appelle Y chapeau. Okay. Donc on a 4 situations possibles. Okay. Encore une fois, j'ai 2 valeurs possibles pour Y, j'ai 2 valeurs possibles pour Y chapeau. Donc ça me crée 4 couples de valeurs possibles. Et dans ces 4 valeurs possibles, on a 2 paires de possibilités. La première paire, c'est le cas le plus simple. C'est le test est bon. Okay. Donc on voit qu'on a 2 cas qui se distinguent. Donc en bleu, le cas 0,0 et le cas 1,1. Okay. Donc ça veut dire effectivement que le test dit à une personne non enceinte qu'elle n'est pas enceinte. Donc là, il n'y a pas de souci, le test a marché. L'autre cas, c'est qu'il dit à une personne enceinte qu'elle est enceinte. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est les 2 cas presque les moins intéressants. Ce qui nous intéresse le plus, c'est au contraire les 2 cas extrêmes, qui sont les 2 erreurs. Et les 2 erreurs ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas du même ordre. Okay. C'est que dans un cas, donc c'est ce qu'on va appeler une erreur de type 1. Donc c'est la notion de faux positif. Okay. Donc je vais dire à quelqu'un qui n'est pas enceinte qu'en fait cette personne est enceinte. Okay. Donc ça, c'est premier type d'erreur, annoncer à quelqu'un qu'il est enceinte alors qu'il ne l'est pas. Et l'autre type d'erreur, c'est l'erreur complètement inverse, qui consiste au contraire à dire à une personne enceinte qu'elle n'est pas enceinte. Okay. Donc je vous laisse extrapoler tout ce que vous pouvez imaginer dans le cas des tests de grossesse. Le plus simple, c'est de le faire sur des tests de maladie. Okay. Pensons sur de la COVID-19. Okay. On veut faire un test pour savoir si les personnes sont malades ou pas, sont contagieuses. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Okay. Donc, vous avez 2 possibilités. Soit la personne est... Je m'intéresse au terme d'erreur. Il y a 2 erreurs que vous pouvez faire. C'est de dire à quelqu'un qu'elle est malade alors qu'elle ne l'est pas. Okay. Donc, vu la situation actuelle, ce que ça veut dire, c'est que si on pense que vous êtes malade, on vous demande d'être confiné. Okay. Donc, on vous demande de vous mettre en quarantaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en quarantaine des personnes qui n'auraient pas besoin de l'être. Donc, on a envie de se dire que c'est une erreur qui est relativement faible. D'accord? En tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment où on met en lockdown toute la population, même si jamais elle n'a pas le moindre risque. Okay. Donc, on voit quelque part le risque, il est relativement limité d'un point de vue sanitaire. Ça a des coûts économiques. Okay. Mais en tout cas, d'un point de vue sanitaire, se tromper de ce type-là, c'est pas très gênant. D'accord? Donc, annoncer à quelqu'un qu'il est infectieux alors qu'en fait, il ne l'est pas, dans le cas de la COVID-19, en tout cas, ça n'a pas de conséquences énormes. Si jamais c'est sur une maladie qui impose derrière de la chirurgie ou ce genre de choses, c'est un peu plus délicat. Par exemple, si je vais vous dire on vous ampute le bras, c'est un petit peu plus gênant de se tromper. Okay. Donc, les coûts associés aux erreurs ne sont pas les mêmes. Donc, dans le premier cas, c'est je force les gens,
sains à rester chez eux parce que mon test s'est trompé. L'autre cas, je pense qu'il est un peu plus grave, en tout cas d'un point de vue santé publique, c'est le cas où on se dit à quelqu'un qui est porteur de la maladie et qui est contagieuse, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas malade, vous pouvez prendre le métro. Donc là, on voit que c'est quelque part plus dangereux, et en tout cas, ça aura un coût sanitaire beaucoup plus important parce que ça va permettre de diffuser la maladie. Okay, donc on va voir, on a toujours un trade-off, on a toujours une balance à faire entre nos deux types d'erreurs qui ont des coûts fondamentalement différents. Classiquement, en marketing, c'est le fait que vous avez une étude prospective, vous essayez de contacter des gens pour leur proposer un produit. Okay, il y a deux types d'erreurs. C'est que vous contactez des gens qui n'achètent pas votre produit, donc vous les ennuyez. L'autre possibilité d'erreur, c'est que vous avez oublié de contacter quelqu'un qui était vraiment intéressé par votre produit. Okay, donc, quelque part, d'un point de vue économique, le deuxième est plus coûteux. Vous n'avez pas envie de rater des gens. Là où c'est plus gênant, c'est qu'en marketing, on vous dira que le premier, il a un coup nul. Et donc, ce n'est pas très gênant de contacter des gens et de les déranger. Sauf que la réalité, on sait tous qu'à force d'être harcelé par courriel, on finit par plus du tout prendre attention. Donc il y a quand même un coût sur ce premier type d'erreur. Mais on voit qu'on a deux erreurs de type totalement différents avec des coûts associés complètement différents. Okay, donc, il faut juste avoir en tête ce schéma-là quand on va analyser des erreurs de modèles de classification, mais de manière plus générale quand on fait des tests. Donc, c'est le fait qu'on va commettre des erreurs. Donc, ça, c'est quelque chose d'inéluctable. On va forcément commettre des erreurs. Et en fait, ce qu'on pourra montrer en particulier quand on fera des algorithmes de classification, c'est que généralement, on a un arbitrage entre les deux types d'erreurs. C'est que je peux vous construire un test pour lequel il y ait zéro erreur de type 1. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle les erreurs de type 1. Donc c'est assez facile de construire un modèle qui ne fait pas d'erreurs de type 1. C'est tout simplement de dire à personne qu'il est enceinte. Okay, donc à partir du moment où vous dites à personne qu'il est enceinte, vous n'aurez aucune erreur de ce type-là. Okay, donc si jamais vous avez un test qui ne dit jamais vous êtes positif, ou qui n'affiche jamais positif, en fait, vous ne faites jamais d'erreur de ce type-là, puis personne n'est déclaré de ce type-là. Par contre, on voit que les erreurs elles vont être énormes sur l'autre type d'erreur. C'est que si jamais vous avez un test qui n'est pas aléatoire, dans lequel il n'y a pas d'incertitude, dans ces cas-là, le type d'erreur sera colossal. Et je peux faire le même raisonnement dans l'autre sens. Si jamais j'ai au contraire un test qui dit à tout le monde négatif, positif, dans ces cas-là, je vais commettre aucune erreur de type 2. Okay, donc c'est facile de construire un test qui vous donne un 0 dans une des catégories, sauf que ça va se payer sur l'autre. Et en fait, c'est pour ça que je vous parle de balance, c'est que je peux vous construire les deux tests extrêmes qui vous donnent des 0 dans un cas ou dans l'autre. Ce qu'on espère, c'est être un peu entre les deux. Donc c'est possible d'être très faible dans les deux, okay, mais c'est pas possible. Donc en termes de modèle et en termes mathématiques, ce qu'on dira, c'est que comme on a une balance à faire entre les deux, il faut se fixer une des probabilités d'erreur d'un type. Donc assez classiquement, on va s'intéresser aux erreurs de type 1. Okay, donc l'erreur de type 1, c'est rejeter à tort l'hypothèse H0. Okay, donc on dit qu'H0 était fausse alors qu'en fait H0 était vrai. D'accord. Donc l'exemple classique, encore une fois, les tests, je peux aussi les voir comme étant des problèmes de justice. Okay, un juge, c'est jamais quelqu'un qui prend une décision. Une décision, c'est l'histoire de test. Hein. La personne est coupable ou n'est pas coupable, et le juge prend la décision de déclarer la personne innocente ou coupable. Okay, et on voit qu'il y a des erreurs dans les deux cas. Donc une erreur de type 1, c'est déclarer une personne innocente comme étant coupable. Okay. L'autre type d'erreur, c'est l'erreur de type 2, qui est au contraire d'acquitter un criminel. Okay. Donc on a ces deux types d'erreurs qui fondamentalement sont très 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 différentes. Hein. Historiquement, si vous reprenez Voltaire disait très clairement mieux vaut commettre des erreurs de type 2 que de type 1. Okay. Envoyer un innocent en prison, c'est ce qu'il y a de pire dans la société. J'ai l'impression qu'on est dans une société qui pense un petit peu le contraire. C'est qu'on préfère envoyer des innocents en prison plutôt que de se tromper et d'avoir libéré un criminel. Donc on a eu un changement dans la balance, en tout cas, des deux types d'erreurs. Et celui qu'on va généralement se fixer, donc c'est cette erreur de type 1. Donc l'histoire des faux positifs. Donc les faux positifs, c'est ce type 1, c'est celui qui était en haut à droite dans mon tableau. Okay. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va fixer la probabilité de faire ce type d'erreur. Donc ça va être alpha. Et alpha, en fait, ça va être très proche de ce qu'on avait auparavant quand je vous parlais du seuil à 5%. On va souvent le prendre comme étant à 5%. Et je vais le fixer. Okay, donc je vais fixer le test de manière à ce qu'il me renvoie une erreur de type 1 de niveau alpha. Donc c'est vraiment les tests que je vous présentais dans la section d'avant quand je vous disais on va faire un test et en dessous de 5%,
on rejette l'hypothèse H0. C'est exactement ce test-là. Maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'à ce alpha donné, on fasse l'erreur de type 2 la plus faible possible. Donc ça va être associé à ce qu'on appelle la puissance d'un test. Donc les tests, et bien sûr, il manque une erreur, c'est 1 moins bêta qui est la puissance. Donc bêta, c'est la probabilité d'erreur de type 2. Okay. Donc l'erreur de type 1, c'est alpha, l'erreur de type 2, c'est bêta. Alpha, je vais le fixer, et ce que je veux, c'est le fixer de manière faible, donc généralement à 5%. Et ce qu'on espère, c'est qu'on soit un test avec un bêta le plus faible possible. D'accord. Donc c'est généralement ce qui est mis en place quand vous avez un détecteur de spam, donc dans votre de courriel dans votre messagerie électronique. Donc comment ils sont calibrés? Ils sont calibrés de manière à éviter d'avoir des faux positifs. Okay, donc ça veut dire essentiellement, donc le H0, ce sera le fait que le message était effectivement un courriel. Okay, donc ce qu'on veut éviter, c'est que vous ayez trop de courriels dans votre boîte électronique malgré tout. Mais surtout, on veut éviter les autres problèmes qui sont d'avoir des messages très importants qui ont été classifiés comme courriel. Okay, donc la classification des spams, c'est un exemple très classique de tests et de décisions avec des erreurs de telle ou telle espèce. Ok. Comment est-ce que je peux... Alors, je peux les visualiser, ces erreurs de première et de seconde espèce. Donc, par exemple, ici, encore une fois, j'ai pas mal de données sur les tailles des élèves, et je m'étais juste demandé, est-ce que... Donc, on sait que les hommes sont plus grands que les femmes en moyenne. Okay. Et la question que je me posais, c'est est-ce que je peux dire que les hommes font en moyenne 10 cm de plus que les femmes, à partir de mes données? D'accord. Donc, mon hypothèse alternative est que ce n'est pas le cas. Donc, je me place sous l'hypothèse H0. Donc, je me place sous l'hypothèse qu'effectivement, les hommes et les femmes feraient 10 cm de plus. Donc, je m'intéresse à une grandeur qui est tout simplement la taille moyenne, plutôt l'écart entre la taille moyenne des femmes et la taille moyenne des hommes auxquels j'enlève 10 cm. D'accord. Donc, je m'intéresse à ces deux moyennes et je me demande est-ce qu'elles sont proches de 0. Donc, si jamais mon hypothèse H0 était vraie, donc ça, c'est le fait que la taille moyenne des femmes est effectivement égale à la taille moyenne des hommes moins 10 cm. Okay, donc ça, c'est mon hypothèse H0. Sous cette hypothèse H0, je devrais avoir une belle loi normale, N01, pour ma statistique une fois que je l'ai normalisée. Puis, j'ai regardé sur plein d'échantillons possibles ce que me donnerait tout simplement cette grandeur-là qui a été normalisée. Okay, j'obtiens la distribution de droite. Donc, ce qu'on peut montrer, c'est que donc sur mes données, donc j'ai récupéré plein d'échantillons qui m'ont permis de construire ma distribution, puis j'en ai pris un au hasard sur lesquels je suis tombé. Donc, j'ai plutôt mon 1,96. Mon 1,96, c'est la valeur de mon quantile à 95%. Okay. Donc, ce que je vais dire, c'est que si jamais ma statistique de test, qui est cette grandeur-là, divisée par l'écart type, encore une fois, dépasse 1,96, dans ces cas-là, je vais rejeter mon hypothèse H0. Donc, mon alpha, c'est cette R qui se trouve ici. Okay. Donc, mon alpha, c'est l'R qui se trouve à droite sur ma distribution H0. Donc, c'est la probabilité pour que, alors je vais appeler ça X bar, c'est delta bar si vous voulez. Donc, c'est ma différence. Donc, la probabilité que ma différence dépasse 1,96, sachant que H0 était vrai. Okay. Donc, je suis bien sur une probabilité de dépasser. Donc, le fait que je conditionne par H0, ça veut dire que je suis sur ma courbe rouge. Okay. Puis je m'intéresse à la probabilité de dépasser. Donc je suis bien sur cette aire-là. Okay. Dans l'autre cas, je m'intéresse au contraire à la probabilité de m'être trompé, sachant que H1 était vrai. D'accord. Donc je peux récupérer ma distribution, je vais juste le mettre en bleu. Donc je m'intéresse à la probabilité pour que un delta bar réel soit plus petit que 1,96, sachant que H1 était vrai. Et dans ces cas-là, si jamais je regarde ma distribution, je suis plutôt sur une courbe, ma courbe bleue, et je m'intéresse à la probabilité de me retrouver à gauche. La probabilité est plus petite qu'une certaine valeur. Et donc, quand je regarde sur mon graphique, l'air qui se trouve à droite sous la courbe rouge, c'est mon coefficient alpha. L'air qui se trouve à gauche de mon 1,96 sur ma courbe bleue, c'est mon bêta. Et ce qu'on voit, c'est qu'en positionnant mon curseur plus ou moins à gauche et à droite, je joue sur mes deux erreurs. Okay, donc c'est pour ça que je vous parle de choix de seuil. Okay, c'est que typiquement ici, j'ai reculé mon seuil. Donc au lieu de passer de 1,96, je passe, au lieu d'avoir comme seuil à 1,96, j'ai un seuil à 1,64. Donc cette fois-ci, mon alpha n'est plus à 5%, mais à 10%. Okay, dans ces cas-là, ici, mon alpha il a augmenté, mais vu que je me suis déplacé vers la gauche, mon bêta il a diminué. Okay, donc ce qu'on voit, c'est que j'ai mes deux distributions, qui sont mes distributions fondamentales entre mon hypothèse H0 et ce que j'ai dans mes données. Donc j'ai ma distribution en rouge et ma distribution en bleu. Okay. Et en fait, la manière dont je vais faire mon test,
je vais faire un arbitrage entre mon erreur de type 1 et mon erreur de type 2. Okay, si jamais je me mettais très à droite, j'aurais aucune erreur de type 1, par contre, j'aurais beaucoup d'erreurs de type 2. Si jamais je me mets au contraire très à gauche, j'aurais beaucoup d'erreurs de type 1, mais peu de type 2. Okay, et donc, on se met un petit peu entre les deux, et donc j'ai besoin d'arbitrer entre cette erreur de premier type et de cette erreur de second type. Mais là, on quitte le domaine de la statistique quelque part. C'est que là, on voit arriver euh, un problème de santé publique, on voit arriver un problème politique. Okay, pensez les histoires de reconnaissance faciale pour les terroristes dans les aéroports. Forcément, vous allez commettre des erreurs. La question, c'est combien d'erreurs vous êtes prêt à faire. Est-ce que vous êtes prêt à arrêter la moitié des gens qui débarquent d'un avion en espérant laisser sortir quasiment aucun terroriste, donc en ayant un alpha qui est très faible? Dans ces cas-là, vous allez embêter beaucoup de monde dans les aéroports, donc vous aurez un bêta qui sera très élevé. Ou au contraire, vous dire, le but est quand même pas d'énerver tout le monde quand ils arrivent sur mon territoire. Donc vous allez essayer de réduire votre bêta, mais en contrepartie, vous allez forcément augmenter votre alpha. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, le fait que vous avez ces deux distributions fondamentales, et que les deux aires, elles sont chacune à gauche et à droite d'un seuil, et qu'en changeant votre seuil, soit vous faites des erreurs de type 1, soit vous faites des erreurs de type 2. Okay, donc ça, c'est le point important que je voulais faire passer dans cette petite capsule, c'est le fait que les erreurs, un, on en fait tout le temps, et deux, on a besoin de choisir quelles sont les erreurs qu'on est prêt à faire, en sachant que j'ai un arbitrage, c'est que vouloir en réduire une, ça fera forcément augmenter l'autre. Okay, donc ça, on le reverra en particulier quand on fera les courbes ROC, dans le cas des classifieurs. Mais c'est le message important, c'est que vous ne pouvez pas avoir des erreurs nulles et vous ne pouvez pas gagner sur tous les tableaux. Ok, donc je vais m'arrêter là et on continuera bientôt avec les problèmes d'inférence où je vais présenter la statistique bayésienne.